C'est bon? OK. Bonsoir à tout le monde. Donc, nous allons poursuivre nos travaux pour cette journée du 5 décembre. Là, le dernier panel pour aujourd'hui sera consacré à l'éducation environnementale, l'éducation au changement climatique et au développement durable. Et on va partager les expériences d'un certain nombre d'acteurs et de partenaires qui sont là devant vous et certains assis en face du présidium, donc pour échanger un peu sur l'éducation liée au changement climatique, donc l'éducation environnementale de manière globale. Je suis le colonel-major Babacar Dione, directeur des eaux et forêts chasse et de la conservation des sols. Je suis chargé de modérer ces travaux qui verra la participation de M. Abdoulaye Faye, chef de la division planification, suivi, évaluation et partenariat du ministère de l'Environnement, Développement durable et la transition écologique. Nous avons également M. Eric Giraldi, président de Office for Climate Education, OCE, de Momodou Ndong Touré, conseiller technique changement climatique de Save the Children, une ONG qui intervient au Sénégal, de M. Iman Bourkan, responsable adjoint du programme Adapt Action de la division climat et nature de l'Agence française de développement, de M. Tariq Hassan, spécial du changement climatique, région Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'UNICEF, de M. Albert Compaoré, conseiller de UNITAR, de M. Djibril Niang, président de JVE, et de Mme Mariem Toundour, chargée de liaison des bureaux du pays Corps Africa. Donc voilà, donc ces personnalités qui vont intervenir pour nous parler de ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'éducation environnementale, l'éducation liée au changement climatique. Et d'abord, nous aurons un certain nombre de présentations. En premier, il y a la CFE avec M. Abdoulaye Faye, ensuite l'OCE, l'UNICEF va suivre, l'AFD, JVE, Corps Africa et en dernière position, UNITAR. Donc, comme Save the Children Way aussi. Et comme le temps nous est compté, il est 17 heures passées, et il fait nuit très tôt. Donc, nous allons passer la parole à tout un chacun pour faire un maximum 5 minutes d'intervention. D'abord, M. Faye. C'est bon? Merci, voilà. Merci. Il y en a qui sont en ligne également. Voilà ce que je voulais présider. Iman Baham de l'AFD est en ligne, va intervenir aussi pour le compte de l'AFD dans le cadre du programme Adapt Action. Je remercie le colonel Babacar Dione, directeur général des eaux et forêts, chasse et conservation des sols du Sénégal, pour avoir accepté de modérer cette session. Mais aussi, je remercie toutes les organisations présentes à cette session. Donc, je commence par Marem de Corps Africa pour tout le travail qui est en train d'être fait au Sénégal, mais aussi par UNICEF, OCE, JVE, Save the Children, UNITAR avec la présence de notre ami Albert Compaoré, mais aussi l'AFD qui est en ligne. Ma présentation va être courte, donc, parce que ça va porter sur une initiative globale qui fait intervenir beaucoup d'acteurs. Parce que ce dont il s'agit ici, c'est d'abord de réunir des acteurs qui interviennent dans un même pays et d'essayer de voir quel modèle de coopération développer. Parce que aussi, les sites veulent aussi sert à ça. Pour plus de cohérence, pour plus de mise en œuvre et plus d'efficacité. L'éducation à l'environnement, au changement climatique ou au développement durable est une question transversale qui fait intervenir beaucoup d'acteurs, aussi bien au niveau international, au niveau local, au niveau des organisations de la société civile et au niveau des collectivités territoriales. Le CFE déroule, accompagne et met en œuvre le programme national d'éducation à l'environnement et au développement durable. Et dans le cadre de cette mise en œuvre, plusieurs acteurs interviennent. Ce qui fait que depuis la cartographie des enjeux et dimensions du changement climatique dans le système d'éducation et de formation du Sénégal, une initiative menée avec l'AFD, il y a un travail qui est en train d'être fait pour essayer de regrouper tous les acteurs pour plus de cohérence d'ensemble.
Cette cartographie réalisée dans le cadre du programme ADAP Action a été renforcée par l'initiative portée par UNITAR. Monsieur Comparé va y revenir parce que la déclaration de Dubaï sur le renforcement du financement de l'éducation au changement climatique a été précédée par une étude de diagnostic de la politique d'éducation climatique. Scolaire, une mobilisation des acteurs, parce que l'école doit être un épicentre d'impulsion de toutes ces questions. Depuis la fin des années 90, on parle de l'école dans son milieu. Et les acteurs de l'école sont à la fois des relais et des acteurs très, très importants. Parce que ce dont il s'agit, c'est d'arriver à un changement de comportement, un changement d'attitude, aussi bien au niveau des décideurs, mais au niveau des acteurs, au niveau des bénéficiaires. Pour contribuer dans cet effort de reforestation nationale. Et dans le cadre du programme 1 que nous sommes avec la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, vous comprenez le choix, la pertinence de la modération de cette session, parce que dans le cadre du programme, du budget programme, donc avec cette nouvelle approche, donc nous sommes dans des programmes avec des coordonnateurs qui, dans le cadre de la mise en œuvre de l'action publique, donc coordonnent toutes les interventions des différentes directions. Donc, avec la direction des eaux et forêts et l'ensemble des acteurs, nous avons travaillé d'abord avec le ministère de l'économie. Mais aussi sur l'approche globale qui a été développée par les acteurs et la recherche de synergie pour plus d'efficacité. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Oui, merci M. Faye. Donc, ça a été pragmatique. Donc, là c'est bien entendu. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Tariq Eric Giraldi de l'OCE. Merci. J'ai un micro, c'est bon, vous m'entendez? Vous avez un micro, ouais. Moi, je suis équipé d'un micro. Voilà. Bien, d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être ici et de partager avec vous ce qu'on fait à l'OCE, à l'Office pour l'éducation au climat en français, Office for Climate Education. Donc, l'OCE a été créé suite à l'accord de Paris pour venir outiller les enseignants des écoles primaires et secondaires sur l'éducation au changement climatique dans le monde. Donc l'OCE travaille sur une base scientifique qui est celle du GIEC, qu'on va utiliser pour faire des ressources pour les enseignants, des résumés pour enseignants, des ressources pédagogiques, un certain nombre d'autres ressources qui sont associées. Ensuite, faire de la formation professionnelle. On sait que juste des ressources, ce n'est pas suffisant, il faut vraiment outiller les enseignants. Et le troisième, c'est des réseaux de pratique, des échanges entre enseignants pour qu'ils se sentent moins seuls sur ces sujets
qui peuvent être perçus comme difficiles. Donc l'OCE est un centre sous l'égide de l'UNESCO depuis quelques années. Donc on contribue aux missions de l'UNESCO sur cette littératie climatique, on peut appeler ça comme ça. Et donc ça se fait à travers des projets de terrain. On a commencé avec l'Amérique latine, en Colombie et au Mexique, avec des projets qui ont permis de former des milliers d'enseignants et aussi de montrer aux autorités éducatives locales comment elles pouvaient s'emparer de ce projet, de co-construire pour faire de l'éducation au changement climatique de qualité. Je reviendrai sur cette notion de qualité. Là, aujourd'hui, on est extrêmement excités et ravis d'être là ce soir, puisqu'on est en train de lancer un projet en Afrique avec le Sénégal, le Kenya et l'île Maurice. Et pour nous, le choix du Sénégal a été un choix évident, puisqu'il y a déjà un tissu à la fois éducatif et scientifique vraiment de grande qualité, et ce qui est vraiment important pour qu'on puisse lancer ces projets, travailler avec des acteurs locaux. Donc, au Sénégal, on a la chance d'être associé à Enda Energy, mais qui va être un peu notre porte d'entrée pour tous les acteurs, à la fois de la société civile, mais aussi institutionnelle, et on se réjouit du soutien du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Éducation, et Abdoulaye Fall est notre ambassadeur auprès du gouvernement, et vraiment on vous remercie de ce soutien. Ce projet donc qu'on monte au Sénégal s'inscrit dans la lignée d'adaptation dont vous venez de parler, l'IRD et la communauté scientifique en font vraiment partie. L'ambition, c'est de travailler avec une cinquantaine d'écoles dans différents cadres, à la fois en ville, mais aussi dans les campagnes, pour avoir une approche qu'on appelle la whole school approach en anglais. C'est-à-dire, ce n'est pas juste les enseignants, mais c'est aussi les personnels de l'école, les autres personnels de l'école, les familles, les autorités locales, pour avoir un ensemble que les enfants, à la fois dans leur apprentissage à l'école, mais aussi dans leur vie, en dehors de l'école, aient une vision cohérente de ces enjeux qui se font à travers plusieurs disciplines. Ce n'est pas juste de la physique ou des sciences naturelles, mais c'est aussi l'histoire, c'est aussi la langue, c'est aussi pouvoir se projeter. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment ravis de ce projet qui se met en place, et donc des collaborations et du soutien dont on va pouvoir bénéficier, qu'on va pouvoir apporter. L'idée de ces projets, c'est vraiment de faire de la montée en capacité, du capacity building, pour qu'ensuite les acteurs s'emparent de ce projet et que ça passe à l'échelle de tout le pays, et voire même au-delà, puisque le choix d'avoir un pays francophone, c'est pour qu'ensuite ce projet puisse être un exemple dans les autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Le projet au Kenya, là, c'est plutôt l'Afrique anglophone. Et on le voit en Amérique latine, les projets en Colombie et au Mexique commencent maintenant à avoir un impact autour de ces pays. Donc ça, c'est l'ambition qu'on a, puisque ça ne doit pas être juste quelques heureux élus dans quelques écoles qui profitent de ça, mais vraiment l'ensemble des jeunes et des pays. Donc merci beaucoup encore de cette invitation, et on est ravis de cette collaboration. Merci Michel-Éric. Donc, là, nous passons la parole à Tariq Hassan de l'UNICEF. Ah oui, bonjour. Donc, je pense qu'on est tous d'accord que l'impact du climat sur le système éducatif est extrêmement sérieux à prendre en compte. Mon nom, c'est Tariq Hassan. Je suis spécialiste du changement climatique dans le bureau régional à UNICEF à Amman. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, mais je vais partager ce que mes collègues font dans cette thématique. En fait, pour UNICEF, la crise du climat, c'est une crise des droits de l'enfant, et ceci a un impact sur leur santé, sur le système éducatif, sur l'accès à différents services qui sont privilégiés. Moi, à la limite, je vais faire sans la présentation, ça va très bien. Hein? Ben, on peut faire comme une discussion, c'est plus sympa, non? Ouais, on fait une discussion, moi je préfère. Ouais. Dans ce cas, on peut avancer de 2-3 slides. Oui. C'est au slide 2, ouais. Diaporama. Où je disais donc que la crise climatique est une crise de droits de l'enfant. Et si on va au slide suivant. En fait, plus haut, mais ça fait... Ouais, et
Je dis aujourd'hui où est-ce qu'on en est au niveau global d'un point de vue santé, éducation et climat. Et ouais, qu'est-ce que UNICEF propose comme solution et qu'est-ce que UNICEF est en train de faire pour aller dans cette direction? Où est-ce que, pardon, c'est en anglais, hein, pour ça, je m'excuse, mais vous entendez que je parle en français. Oui, donc effectivement, bon, il y a eu des impacts de catastrophes naturelles d'origine hydroclimatique sur différentes structures, notamment les structures d'éducation. Ceci a un coût. Et évitez c'est parfait. C'est vrai que c'est plus confortable. Et ceci, effectivement, a un impact sur le système éducatif et donc sur l'enseignement qui touche les enfants et les jeunes. J'ai mentionné au début qu'il y a certains impacts, des impacts sur la santé, des impacts sur l'éducation, et ceci, à long terme, a des impacts sur des questions d'ordre d'équité, notamment d'un point de vue intergénérationnel. Ce que UNICEF, nous regardons différentes politiques et différentes stratégies et nous considérons donc ce qu'on appelle en français donc, les contributions déterminées au niveau national. Nous essayons de voir est-ce qu'ils sont sensibles aux questions qui touchent aux enfants. Donc ça concerne évidemment forcément l'éducation. Et ici, bon, nous on a une vision qui se concentre sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, mais on a l'étude pour le monde entier évidemment, y compris ouais, toute la zone francophone de l'Afrique et bien au-delà. Et les différents problèmes qu'on voit, c'est que aussi les aspects de financement climatique, une toute petite proportion touche en fait des fonds climatiques touchent le système éducatif. Et ça, c'est quelque chose qu'UNICEF, on aimerait régler. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est que qu'est-ce que UNICEF veut. Donc UNICEF, donc j'ai déjà dit qu'il touche aux aspects politiques et stratégiques. Ça, c'est discuté surtout avec le gouvernement afin d'inclure dans leur stratégie, leur politique, notamment l'éducation des points qui touchent au climat. Mais aussi, UNICEF a ce qu'on appelle les programmes, et ça peut être la construction d'écoles ou soutenir des curriculums. Et aussi de l'engagement des jeunes, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est d'avoir un système éducatif qui est résistant au changement climat, notamment que donc, les écoles elles-mêmes puissent résister à différents événements climatiques dont la récurrence ne fait que s'accroître. On peut nommer sécheresse, vagues de chaleur, inondations, et que les structures de santé puissent résister à ça, donc les écoles. Mais aussi que le corps enseignant est aussi adapté, que les élèves soient adaptés, en fait, pour que le système continue malgré l'accroissement de la fréquence et ces différents événements hydroclimatiques, météorologiques. Et qu'est-ce que les options que UNICEF est en train de faire pour y arriver? En fait, UNICEF a un plan, aussi un plan stratégique qui touche à deux aspects qui concernent peut-être le système éducatif. Un, c'est l'idée donc de protéger les enfants, surtout par des programmes, aussi par influencer différents dialogues, et aussi de donner aux enfants les moyens de pouvoir s'adapter à un changement climatique. Et là, l'éducation a un rôle important. C'est clair que beaucoup de messages peuvent passer par le système scolaire. Le troisième point concerne surtout UNICEF lui-même. En faisant ça, UNICEF va avoir le moins aucun impact sur l'environnement, ce faisant. Pour lancer dans ce programme, on a des outils. L'outil interne qu'on utilise, c'est de faire des analyses sur quelle est la situation dans un pays qui concerne les enfants et le climat. Ça touche aux aspects santé, aux aspects eau et assainissement. Et évidemment, aussi au niveau santé, on fait une cartographie aussi des différents partenaires, et notamment des groupes de jeunes qui peuvent être influents dans ce domaine. Et ceci afin d'influencer sur certains points clés dans le domaine de l'éducation. Donc le curriculum, c'est très difficile, ou les accès extra-curriculum, l'implication des jeunes, je vais y revenir, et de renforcer aussi les structures, comme j'ai mentionné précédemment,
afin que le système éducatif soit résistant au changement climatique. Et évidemment, c'est très important que les jeunes soient des acteurs privilégiés, les jeunes et les enfants soient des acteurs privilégiés dans cette vision que UNICEF cherche à mettre en avant. Et on est là en ce moment au club afin d'influencer sur certains points clés qui touchent, que nous pensons que sont très pertinents pour les points que j'ai mentionnés avant, afin d'avoir une décision de la COP qui implique, qui mentionne les enfants et que ce soit aussi dans le Global Stock Take, les mêmes thématiques. On est très présent dans les aspects d'adaptation. UNICEF, on touche très peu aux aspects mitigation, donc sur la réduction. Je pense que c'est important et les groupes de jeunes sont très engagés là-dedans. Mais nous, on est très présents dans les aspects d'adaptation et aussi que là où la situation est déjà trop tard, en fait, on aimerait qu'il y ait des fonds de loss and damage qui puissent toucher les groupes plus vulnérables qui sont évidemment le groupe cible d'UNICEF. Ceci afin évidemment que les droits de l'enfant, qui pour UNICEF est au centre de notre travail, soient respectés et considérés. Merci. Merci Tariq. Les gens se pensent qu'ils ont compris, même si c'était en anglais, ils ont un peu compris par rapport aux explications en français. Je ne sais pas, est-ce que Iman est connecté? Sinon, on passe à... Est-ce qu'il est connecté? Elle est connectée. Iman, tu nous attends? Si elle n'est pas au point, on passe à M. Nian, de JVE. Elle est connectée. Iman. Donc, le temps de vérifier. Hein? Oui, après, voilà, tu le savais. Bah oui. Elle est connectée. Bon, le temps Tout le monde vous entend, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Voilà, Bonjour vous avez 5 minutes pour nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire et comment comptez-vous travailler dans le cadre de ce partenariat pour renforcer l'éducation environnementale au profit des jeunes et de toutes les communautés. Vous avez la parole. C'est bien noté, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Iman Bourken, la responsable adjointe du programme Adaptation de l'Agence française de développement. Et l'objectif aujourd'hui, c'était d'illustrer un peu tout ce qui vient d'être dit, de montrer une initiative du gouvernement sénégalais d'intégrer les questions de changement climatique dans le système éducatif sénégalais. Je vais peut-être passer rapidement sur le contexte, puisque les interlocuteurs ont déjà bien en quel contexte, mais bien mettre en lien pourquoi l'éducation pourrait être un moteur de l'action climatique. Du Sénégal vont subir des pertes d'emplois, des disparitions d'emplois et ou des reconversions. Et c'est là où l'éducation, je dirais, en tant que moteur de l'action climatique, a un rôle, puisqu'il est au carrefour de tous les secteurs. Et donc, c'est en intégrant l'adaptation au changement climatique et l'atténuation au changement climatique dans ces filières-là, dans ces disciplines, qu'on peut être amené à modifier les mentalités, les connaissances.
Donc du coup, pour cela, Adaptation, donc le programme de l'Agence française de développement, a accompagné le ministère de l'Environnement en étroite collaboration avec les ministères sectoriels concernés, donc le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, à mettre en place une stratégie de renforcement des compétences pour intégrer les questions de changement climatique dans le système éducatif de l'emploi pour un développement résilient et créateur d'emplois. Je dirais qu'au Sénégal, le contexte national c'était de viser une continuité, une cohérence entre les programmes et les approches des différents cycles, à savoir le niveau primaire, le secondaire et le niveau universitaire. Le deuxième pilier, c'était une approche axée sur les compétences pour garantir travaille aussi une étude prospective du marché du travail sur le territoire sénégalais jusqu'en 2035 pour identifier quelles sont les opportunités en termes d'emploi à faible émission et résilient face au changement climatique. Et puis aussi, cet état des lieux, ce diagnostic, il a permis d'identifier les opportunités offertes par les programmes déjà existants dans des questions d'économie circulaire, de préservation de la biodiversité, mais rarement un focus sur les questions de changement climatique. Et du coup, au niveau de l'enseignement supérieur, on a vu qu'il y avait aussi deux écoles entre les universités, avec des universités qui abordent au niveau master ces questions de changement climatique, et des universités plus récentes qui, dès le niveau licence, propose des cours dédiés et des unités aux questions de changement climatique. Peut-être
peut-être que, bon, vu par manque de temps, je pense que l'étude est en ligne, donc n'hésitez pas, je laisserai mes contacts pour plus de détails. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de cette étude, puisqu'à ce stade, l'étude, elle a proposé une stratégie qui se décline en objectif stratégique pour chacun des sous-secteurs, associé à un plan d'action, un plan de renforcement des capacités des acteurs concernés, à la fois avec le besoin, les contenus, les modules de formation sur le changement climatique, mais aussi le développement d'outils pédagogiques. Donc c'est un plan qui va sur 5 ans, qui budgétise l'ensemble des actions identifiées dans cette stratégie, avec une cartographie, comme ça a été mentionné, des partenaires pour la mise en œuvre de ce cadre, de cette stratégie. Et surtout, cette stratégie, elle propose un cadre. Je terminerai juste par dire que cette initiative est assez innovante en matière d'intégration des changements climatiques, et elle est inspirante puisque d'autres pays commencent aussi à se caler pour se doter d'une telle stratégie. Avec Adaptation, on accompagne également maintenant la Guinée-Conakry sur un appui similaire, mais sur lequel on se concentre sur une filière en particulier, qui est la filière agricole dans une formation professionnelle, pour intégrer l'adaptation au changement climatique dans les curricula, en profitant aussi d'opportunités qui peuvent s'offrir à nous, à savoir la révision des curricula dans tout le pays. Donc voilà un peu pour illustrer le type d'appui qu'a proposé Adaptation au Sénégal. Et évidemment, on est à l'écoute aussi des parties prenantes pour aller au-delà de cette étude et transformer l'essai. Merci Iman. Je pense que c'est assez exhaustif ce qu'on a entendu et c'est assez intéressant. Merci. Nous allons continuer avec les autres acteurs. Monsieur Djibril Niang, président de JVE. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Djibril Niang, directeur exécutif de JVE Sénégal, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Donc, JVE, c'est une organisation qui est présente dans une trentaine de pays. Je salue la présence de JVE Rwanda, de la directrice de JVE Rwanda qui est là et qui est aussi négociatrice pays. Oui, c'est ça. Merci. Voilà, donc je vais vous présenter notre album photo de ce que nous faisons sur l'éducation à l'environnement. D'abord, je vais demander quel âge chacun d'entre vous aura dans 50 ans. Juste pour faire rire. Voilà, 111, il y a 200 ans ici encore. Voilà, ok. C'est juste pour dire que quand on parle de changement climatique, on parle d'horizon. Et quand on parle d'horizon, on parle aux enfants. On n'a pas le droit aujourd'hui de parler de tout ça sans impliquer aujourd'hui, sans impliquer les enfants. Donc, je vais aller très rapidement. Donc, JVE Sénégal est présent dans toutes ces régions du Sénégal. Donc, ne faites pas attention aux codes couleurs, mais nous sommes présents dans toutes ces régions. Et pratiquement dans l'ensemble de ces régions, nous travaillons avec des écoles.
les sensibiliser, les former pour qu'on n'ait plus à sensibiliser perpétuellement des décideurs. Donc, dans ce sens, nous avons créé des outils et là, vous avez un jeu que nous avons créé, le premier jeu sur l'environnement 100% Sénégal, que nous avons fait grâce à quelques amis jeunes élèves qui sont venus du Canada. Donc, je salue aussi les partenaires canadiens qui sont là de SUCO. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu 100% environnement avec des cartes. Nous l'avons testé dans presque 5 écoles du Sénégal et les élèves ont très bien aimé. Bon, après, on va partager avec vous les vidéos et tout ça. Donc, c'est un jeu qu'on est en train de développer. Donc, le jeu est déjà prêt. Là, on est en train vraiment de le tester au niveau pays. Donc, JVE Sénégal dans les écoles, nous sommes dans 11 universités et comme vous pouvez le voir, dans les universités, nous avons commencé avec un projet qui s'appelle les petites actions faisables dans les campus. Ça a évolué. C'est un livre avec 3 tomes, un pour le professeur et 2 pour l'élève. Parce que aussi on avait vu que le curricula, il fallait renforcer le curricula et nous avons créé ces livres-là partant de nos expériences. Et c'est le livre Père ODD qu'on continue à... Le projet s'appelle Père ODD avec ces livres. Et dans les écoles primaires, nous sommes dans 7 écoles primaires avec le projet Éco-École qu'on a commencé. Nous l'avons connue depuis la seconde et l'année passée, c'est elle qui est venue nous représenter à la COP d'Égypte. C'est elle qui était venue nous représenter. Et comme vous le voyez, ça c'était à l'école 18 et nous avons aménagé l'école avec les élèves. Ça, c'est des choses assez importantes que nous faisons. C'est le projet... Nos actions de reboisement, nous le faisons avec les élèves. Et là, c'est au lycée Limamoulaye. À l'université de Ziguinchor, ce n'est pas seulement avec les élèves du primaire avec qui on... Un arbre, on ne le plante pas sans que ça soit parrainé par un élève. Nous avons aussi lancé le programme d'Endadier pour décloisonner un peu les... d'un projet, nous voulons aménager un espace au parc de Anne. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous faisais un clin d'œil en vous disant que j'aurais besoin de vous à la fin. Nous avons les financements pour installer un espace civique au parc de Anne. Et cet espace civique sera gratuit et dédié à l'ensemble des écoles et l'ensemble des associations. Donc là aussi, il y a beaucoup d'actions que nous faisons. Le World Cleanup. Ça aussi, c'est des programmes que nous avons faits au Sénégal. Ça a bien marché et la Mauritanie nous a appelés. Nous avons formé des jeunes en... africain, le Global Environment Award. Et cette année, avec le projet que nous avons, le projet ACFAO, nous allons installer des jardins dans 10 écoles. Nous allons faire de l'éducation à l'environnement, pas seulement installer des jardins, dans 10 établissements de la Casamance. Et avec Save the Children, nous avons lancé le programme qui s'appelle Kit Eco Action. Et Kit Eco Action, donc c'est un très bon projet qui nous a permis
été là. Merci beaucoup. Merci Djibril, c'est intéressant. On va y revenir aux besoins. Passons la parole à Madame, pour genrer un peu, Madame Mariam Touré Ndour. Mariam Ndour. On vous a pas installé le micro? Ah oui, d'accord. Je peux parler avec le micro. Merci beaucoup. Merci à M. Faye pour l'invitation. Je suis heureuse de partager le panel aussi avec disons, des partenaires et des activistes au Sénégal comme Djibril Nia Mamadou. Comme vous avez dit, je représente Core Africa, qui est une organisation panafricaine. Core Africa intervient au Sénégal depuis 2016, mais aussi nous sommes présents au Maroc, au Malawi, au Rwanda, au Ghana, au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie, et nous venons juste de lancer le bureau de Core Africa en Gambie, avec le projet d'ouvrir deux nouveaux pays en 2024, soit le Bénin ou la Côte d'Ivoire, la Tanzanie ou l'Afrique du Sud. Donc, ce que nous faisons, c'est de déployer des jeunes universitaires africains dans les différents pays que je viens de citer pour les former et les envoyer en immersion dans les communautés rurales de leur pays d'origine en premier. Donc, les volontaires sont de jeunes universitaires sénégalais, marocains, malawites, etc., qui sont sélectionnés sur la base d'un processus très rigoureux. Au Sénégal, nous avons reçu cette année 1000 candidatures pour en prendre que 50 jeunes qui sont formés et envoyés dans les communautés rurales du Sénégal, donc dans 50 villages du Sénégal, pour une année d'immersion de services citoyens. Donc pendant cette année de volontariat, ces jeunes aussi sont capacités sur l'éducation environnementale, parce que nous avons une initiative spéciale qu'on appelle Core Africa Green, qui réellement positionne les jeunes volontaires comme des ressources pour les communautés locales sur les questions de changement climatique et de résilience climatique. Donc, cette année leur permet aussi de comprendre ce qui se passe au niveau local. Quelles sont les réalités? Parce que nous voulons comprendre les dimensions culturelles et sociales des communautés avant toute intervention. Donc, le premier rôle des jeunes est de comprendre, d'essayer d'être adoptés par la communauté locale, d'apprendre la langue et la culture pour pouvoir avoir une immersion assez complète et comprendre les enjeux, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché sur différents aspects et comment ils peuvent aider sur la base de l'évaluation des assets, des ressources de la communauté, de développer des projets qui sont durables. Et comme j'ai dit à travers l'initiative Core Africa Green, et que l'ambition pour nous, c'est d'atteindre avec le soutien de la Fondation Mastercard 1000 jeunes dans ces pays que je viens de citer d'ici à la fin 2025. C'est que ces jeunes, au niveau de la formation qu'ils reçoivent avant d'être déployés, qui est une formation intensive de 6 semaines, sur spécialement ce qu'on appelle la méthodologie du design thinking et du développement mené par la communauté. Donc, en anglais, c'est Human-Centered Design and Asset-Based Community Development. Donc, c'est la principale approche qu'on utilise pour ces jeunes afin qu'ils soient des facilitateurs au niveau des communautés. Donc, ce n'est pas à eux de définir le besoin ou le projet sur l'environnement, l'éducation ou le changement climatique, mais ils écoutent les communautés, ils ont des conversations avec les différents membres de la communauté pour identifier le projet prioritaire sur l'éducation environnementale, sur la santé, sur autres domaines. Et ceci nous a permis réellement, au cours de ces années d'intervention, au Sénégal, c'est notre 7e année, de faire pratiquement tous les pays à travers chaque année une cohorte de jeunes et qui ont travaillé sur des secteurs différents. L'introduction de fourneaux solaires dans les communautés, en formant les groupements de femmes. Dans les mangroves aussi, travailler à la restauration des écosystèmes, mais aussi au niveau de l'école, et ça rejoint un peu ce que Djibril et les autres sont en train de faire, qui est un travail exceptionnel, c'est de travailler avec les écoles au niveau des communautés où ils résident pendant une année. Donc je pense disons, la puissance un peu de ce modèle réside dans le fait que ces jeunes sont des résidents dans les villages et ils peuvent travailler au quotidien avec les femmes aussi dans l'introduction de technologies solaires, un peu les éduquer sur le fait et le danger de couper le bois, ainsi de suite. Et le fait que ces femmes s'approprient ces solutions aussi permet de les rendre durables d'un point de vue économique et écologique. Mais aussi, ce que nous faisons, c'est d'assurer, comme j'ai bien aimé les propos de Djibi sur ça, sur
le suivi et évaluation pour la durabilité de ces projets. Ce que nous faisons, c'est de mettre ces jeunes en cluster modèle. C'est-à-dire on a sur une commune du Sénégal 3 jeunes qui servent à 3 à 4 kilomètres de distance pour un peu travailler à la co-création et à permettre aussi de les connecter avec les communautés. Mais nous avons l'habitude de dire aussi que Core Africa est une organisation un peu, disons, qui prépare le terrain à différentes organisations voulant intervenir, parce que ces jeunes qui sont des universitaires sénégalais, ils sont aussi une ressource humaine qui peuvent aider des programmes de l'État ou d'autres organisations à intervenir dans la mesure où ils restent dans les communautés pour voir exactement comment les communautés s'approprient, comment les communautés réagissent par rapport à certains programmes qui sont mis en œuvre. On a l'habitude de leur dire que le Sénégal, c'est comme parfois, il y a des projets qui sont ici un peu déconnectés. Votre rôle premier, c'est d'aider à connecter toutes ces ressources afin qu'elles profitent davantage aux communautés. Et sur ce modèle de volontariat aussi, nous faisons de sorte que les idées de projets qui sont priorisées par les communautés avec les volontaires reçoivent aussi une contribution de notre part, je peux dire pas un financement parce que nous ne sommes pas une structure de financement, mais il y a pour chaque volontaire un budget que nous allouons à la solution communautaire qui a été identifiée. Et aussi, ce que nous privilégions dans notre approche, c'est la contribution communautaire. Nous ne sommes pas une organisation qui a un programme spécifique. Comme je l'ai dit, nous promouvons l'écoute des communautés pour que les communautés expriment ce qu'elles veulent. Mais aussi, surtout que les jeunes puissent aider les communautés à ne pas lister seulement leurs besoins, mais à comprendre leurs ressources, leur environnement, qu'est-ce qu'elles ont et comment ces ressources peuvent être un peu combinées avec leurs besoins pour implémenter des solutions durables. Et dans ce sens, comme j'ai dit, dans différents secteurs à travers l'initiative Core Africa Green. Je vais m'en arrêter là et peut-être dans les discussions, on pourra en parler davantage. Je vous remercie. Oui, merci Marème. On ne peut pas tout dire, c'est intéressant. Maintenant, on donne la parole à l'avant-dernier, Albert Compaoré, de UNITAR. Oui, venez par là. Bonsoir à tout le monde. Mon ami Faye m'a un peu surpris parce que je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose. Mais je vous propose de parler de 3 points. Le premier point concerne l'appui à qu'on appelle ça. Tu vois déjà. Hein? L'appui au SNAC. L'UNITAR. En fait, l'UNITAR n'agit pas directement en matière d'éducation environnementale et au changement climatique, mais abrite ce qu'on appelle donc UNCC Learn, qui est donc l'organisation unique des Nations Unies chargée de promouvoir l'éducation au changement climatique, notamment l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'est UNITAR qui gère UNCC Learn pour mettre en œuvre son mandat, qui est donc de contribuer à une mise en œuvre de l'action pour l'autonomisation sur le changement climatique. Et dans ce sens-là, donc, ils ont d'abord commencé par aider un certain nombre de pays à se doter de stratégies nationales d'apprentissage sur le changement climatique. En Afrique de l'Ouest, un certain nombre de pays en ont bénéficié, et notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Bénin, etc. Deuxième, il y a beaucoup de pays qui demandent qu'on les aide à élaborer ces stratégies-là à travers le monde. Mais je parle pour l'Afrique de l'Ouest parce que nous sommes concernés par l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, en particulier. Et deuxième aspect que je voulais aussi évoquer, c'est la plateforme ouest-africaine d'apprentissage sur le changement climatique que UNCC Learn a réussi à mettre en place avec le SILS. Et j'ai oublié de dire que UNCC Learn travaille avec les points focaux ACE, qui sont des points focaux désignés par pratiquement l'ensemble des pays parties prenantes de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et au Sénégal, aujourd'hui, c'est notre ami Faye qui est le point focal ACE. Donc, nous travaillons donc avec ces points focaux
Et ce sont ces points focaux qui ont animé la plateforme ouest-africaine d'apprentissage sur le changement climatique. Si vous voulez des détails, on peut vous en donner plus tard. Et dans le cadre de ce projet de plateforme ouest-africaine, UNCC Learn a aidé notamment le CILS à développer des cours en ligne et à faire beaucoup de choses, notamment la formation des journalistes en Afrique de l'Ouest et beaucoup d'autres choses. Mais si vous voulez aussi, on peut vous donner des détails. Enfin, je voulais vous dire que tout cet effort que UNCC Learn a déployé en Afrique de l'Ouest, c'est ça qui a abouti finalement à cette déclaration qui a été signée hier par 4 ministres ouest-africains, dont celui du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Sénégal, que j'allais oublier. Et pourquoi cette déclaration? Parce qu'on a constaté que malgré l'urgence climatique, la question de l'éducation au changement climatique est restée parent pauvre des financements qui ont été mobilisés. Et dans sa mission d'éducation et de formation, on sait très bien qu'on ne peut s'attaquer qu'à un problème de façon efficace à un problème que l'on connaît. Donc la connaissance précède donc une action durable qui a un impact durable. Donc nous avons estimé donc que pour que les Africains prennent en main leur avenir, il faut d'abord qu'ils soient bien outillés pour faire face au changement climatique à travers l'éducation sur le changement climatique. Les chefs d'État hier ont dit, nous allons premièrement consolider le partenariat pour la lutte pour l'éducation sur le changement climatique. J'étais étonné de voir le nombre d'initiatives que chacun prend ici pour promouvoir l'éducation au changement climatique et l'éducation environnementale. C'est la responsabilité des pays que de coordonner tout cela. Parce qu'on ne peut pas laisser chacun, bien sûr, la porte est ouverte, mais quand même, on doit pouvoir amener les gens à travailler ensemble pour pouvoir avoir un résultat plus probant. Et ça, c'est très important. Je pense que l'initiative qui a été lancée aujourd'hui, il faut la poursuivre jusqu'au bout pour que dans chaque pays, on ait un système de suivi et évaluation qui permet de mesurer les progrès faits en matière d'éducation au changement climatique et d'éducation environnementale en général. Et surtout, quels sont les impacts en termes de changement de comportement aux différents niveaux. Et cela, nous pouvons y contribuer. Je vous remercie. Merci Albert. Je pense que c'est important d'avoir un bon système de suivi et évaluation pour pouvoir matérialiser tout ça là et capitaliser tous les efforts qui sont menés. En dernière position, nous allons entendre M. Touré, le Conseil technique changement climatique de Save the Children. Il veut sauver les enfants. C'est nécessaire, oui. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. J'avais amené une présentation. C'est le dernier sur Climate Friendly. Donc, je vais juste commencer par saluer tout le monde. Donc, au nom de l'ONG Save the Children, qui, il faut le dire, est peut-être la première ONG humanitaire donc, accréditée au Fonds vert climat. Donc, c'est pourquoi notre présence ici est importante. Donc, ce que je vous ai amené, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Donc, c'est le 3e niveau, hein? Climate Friends. OK. Donc, sur lequel nous sommes en train de réfléchir et on cherche la synergie. Je pense que le doyen l'a dit, il y a beaucoup d'initiatives disparates et ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse ensemble travailler à faire des écoles des amis du climat. Donc, et en termes de... On a le... Vous pouvez me prêter... Donc, en termes de contexte, c'est un peu de revenir sur le contexte international donc pour les enfants. Donc, une étude faite par Save the Children a montré qu'un enfant qui naît durant cette période-là a 2 fois plus de chances de vivre les phénomènes de feu de brousse. Il a presque 3 fois des chances de vivre donc, des sécheresses. Donc, il a des chances de vivre des inondations. Donc, il a la chance des pertes de récolte et 6 ou 7 fois plus de chances de vivre les vagues de chaleur. Donc, ça, c'est un peu en termes de contexte pour les enfants. Et si on prend la situation de l'Afrique de l'Ouest qui nous intéresse, donc ce
vagues de chaleur, j'en ai parlé tout à l'heure. Les études ont montré que 30% d'augmentation sur ces vagues de chaleur sont attendues. Là où on avait 6 jours de vagues de chaleur par année, on peut aller jusqu'à presque 28 jours de vagues de chaleur. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tout cela fait au niveau des enfants? Je pense que ça, c'est planté. Hein? Est-ce qu'il a touché? Oui. Je pense que tu as touché le... OK. Donc, qu'est-ce que cela fait sur les enfants? Je ne vais pas... Et là, c'est Dunba Badiaï, donc un village carrément donc, détruit, où les écoles n'existent plus. Ils ont été obligés de déménager. Donc ça, Save the Children cherche maintenant protégeant les communautés vulnérables. Et dans ces communautés vulnérables, il y a les enfants. Donc c'est dans cet esprit-là que nous avons pensé à un projet Climate Friendly School. Alors, en termes d'objectifs, donc nous voulons renforcer les capacités des élèves. Le doyen l'a dit, pour combattre quelque chose, il faut le connaître. Donc c'est important. Donc renforcer les capacités des élèves, mais aussi des enseignants, donc dans les communautés éducatives. Et pourquoi on a choisi Kaolack et Kolda et Sédhiou? C'est parce que nous avions un projet de recherche sur la santé à l'école. Et le projet a montré que les problèmes de santé sont récurrents à l'école. Et c'est pourquoi on a pensé à ces deux régions comme étant peut-être des régions pilotes. Donc les actions d'impact à court terme sont envisagées, bien sûr, mais aussi des actions à long terme. Et ce que nous voulons, c'est que ces enfants soient des acteurs du changement, car on va les positionner dans la lutte contre les effets du changement climatique. Aujourd'hui, à la COP, Save the Children a fait venir des enfants, notamment de Sierra Leone et d'autres pays, pour porter le plaidoyer pour une prise en compte de l'éducation à l'environnement dans l'action climatique, et vous en avez parlé. Alors, en termes de défis, il y a la diminution du temps d'apprentissage. Dans les zones sud du pays, l'hivernage s'installe précocement, donc on arrête, surtout si on a des abris provisoires, on va le voir. Quand il y a élévation des températures diurnes, donc ajustement des heures de cours, au lieu de reprendre les cours à 15 heures, où il fait très chaud, on les reprend à 16 heures, ce qui diminue le quantum horaire. L'étude qu'on a faite dans ces deux régions a montré qu'il y a des crises d'épilepsie qui reviennent, des maux de tête, des symptômes grippaux, de la toux, entre autres attribués aux fortes chaleurs. Donc, et aussi les fortes chaleurs constatées dans certaines salles de classe, où par exemple un élève nous dit à un certain moment je ne peux plus écrire sur mon cahier parce que mes mains deviennent moites et donc le stylo ne marche plus. Et enfin, quand on utilise les salles de classe comme des sites de recasement, donc quand il y a inondation, on sait tous que certaines familles vont occuper les écoles et même quand l'école veut ouvrir ses portes, il faut attendre que ces familles-là retournent dans leur maison. Donc que nous disent les enfants? Durant l'étude, ils nous ont parlé de changement climatique. Donc on a pris des enfants de 13 ans, 11 ans et peut-être 17 ans avec des connaissances sur le changement climatique. Quelqu'un qui nous dit chaque jour, au niveau de l'ouverture des classes est décalée parce que notre école est sous les eaux, parce qu'il a beaucoup plu au mois de septembre. Un autre élève à Fatick nous dit « J'aurais bien aimé savoir comment on arrête le changement climatique, ou bien qu'on le ralentisse. » Un autre élève nous dit, et celui-là il a 17 ans, dit qu'à Matam, donc dans la zone nord frontalière à la Mauritanie avec le problème de désertification, ils ont des vagues de poussière qui font que souvent il a des crises d'asthme qui fait qu'il ne peut pas donc, aller à l'école. Alors nous avons ciblé dans ces deux régions 8200 élèves donc, qui ont entre 7 et 17 ans, des écoles primaires mais aussi des collèges. Nous voulons aussi travailler directement avec 200 enseignants
dont 40% de femmes, formées mais aussi habilitées pour intégrer le changement climatique dans leur enseignement-apprentissage. 100 parents d'élèves, l'école et la communauté, donc qui vont suivre aussi des séances d'information, d'éducation et de communication sur le changement climatique pour devenir des relais communautaires. Et en termes de bénéficiaires finaux, nous espérons toucher 100 000 jeunes, dont 60% de filles, pour des activités d'influence, des activités de plaidoyer. Nous avons aussi pensé aux élus locaux, notamment les maires, les conseillers municipaux, qui aussi bénéficieront de sessions de renforcement de capacité sur le thème du climat. Nous attendons 5 principaux résultats. Je vais aller assez vite parce que je sais que le temps est compté. Donc, c'est de renforcer les niveaux de connaissances, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, mais aussi de faire des plaidoyers au niveau des preneurs de décision. Tout ce qu'on dit là, si le député qui doit voter ne le sait pas, si le maire qui doit inscrire cela dans son budget ne le sait pas, donc ça ne se fera pas. Le résultat 4, donc, nous voulons que les jeunes prennent des initiatives d'éducation à l'environnement. Donc nous voudrons avoir un système qui part de la communauté, qui nous dise, écoute, nous dans notre école, nous voulons avoir un jardin. Une autre école peut dire, nous voulons faire de l'économie d'eau. Une autre école peut nous dire, nous voulons installer une mini-station météo. Donc c'est des choses faisables qui ont été déjà aussi testées par ailleurs. Enfin, nous voulons tester des initiatives de construction de classes qui sont adaptées au changement climatique. Notamment, cette classe que vous voyez en haut, elle est faite en voûte nubienne. Donc la voûte nubienne, c'est une construction très ancienne, mais qui est écologique parce que quand on est dans la voûte, on ressent moins la chaleur que lorsqu'on est dans les bâtiments classiques. Et ce serait intéressant d'avoir des thermomètres pour pouvoir avoir cette évidence-là, que la classe en voûte nubienne est beaucoup plus adaptée donc, à nos climats. Donc j'ai mis ces 3 photos où on essayait d'avoir un manuel pour l'environnement scolaire. Et ça, c'est un jardin scolaire dans la commune de Mbam, dans le Foundiougne. Donc, et en dernier slide, c'est le partenariat, la synergie et le cofinancement. Donc aujourd'hui, Save the Children travaille sur un projet d'amélioration de la résilience du système de santé et des communautés vulnérables. Et dans ce projet qui est porté par le ministère de la Santé, les aspects scolaires, donc liés au jardin potager scolaire, au jardin communautaire, au bois d'école, au reboisement linéaire, notamment le long des murs d'école, nous semblent très importants. Nous avons besoin d'un encadrement technique, notamment du CFE, parce qu'on veut renforcer les capacités des enseignants. Je pense qu'il y a une structure dédiée. On ne va pas refaire la roue, on va juste s'appuyer sur vos matériels pédagogiques et vos compétences. Nous pensons à l'appui de l'Agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte, un peu sur les aspects de pépinière scolaire, de production de plants, de transport des plants, la protection, entre autres. Partenariat avec l'association Voûte Nubienne pour développer ces classes. Partenariat avec l'ANACIM, un peu sur les questions de mini-centrale météo. Partenariat avec JVE, qui est déjà notre bras technique quand il s'agit d'éducation à l'environnement. On a un projet de renforcement des organisations de la société civile au Sénégal et c'est JVE qui vraiment s'occupe de tout ce qui est éducation à l'environnement, éducation au changement climatique. Et là, nous cherchons un cofinancement. Naturellement, UNICEF était là et nous voyons qu'on fait la même chose. L'ambassade du Pays-Bas, très intéressée par les questions de changement climatique. Le PAM sur les questions de cantine scolaire, la FAO, donc avec les jardins scolaires. Donc globalement, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous et on reste disponible s'il y a des questions. Merci. Merci, je pense que j'ai bien vu de mettre Save the Children en dernière position parce que tout ce qu'on a dit et ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on va faire va impacter ou concerne en grande partie les enfants parce que c'est eux qui vont assurer la relève pour demain. Et les changements climatiques impactent beaucoup plus les couches vulnérables, notamment les enfants et les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Donc c'est important de pouvoir mettre un focus sur ces enfants. Voilà, on a fait le tour par rapport aux différentes présentations. Et donc ce qui a été dit, c'est assez intéressant. Les expériences en cours par rapport à l'éducation sur les changements climatiques.
donc l'éducation environnementale de manière globale, les nécessités de synergie, les nécessités d'avoir un accompagnement sur le plan financier pour pouvoir dérouler les activités, parce que ça demande un certain nombre de ressources pour pouvoir produire les outils, mais également organiser les rencontres et faire également des applications pratiques, parce qu'il y a des activités intramuros, mais il y a également des activités extramuros. Et c'est ça l'éducation environnementale. L'éducation environnementale, c'est intra et extra. Et donc, il y a nécessité donc d'avoir assez de ressources, mais faire également le suivi évaluation, parce que c'est assez important. Et ça permet aux enfants et aux jeunes qui vont mener ces activités de savoir que le suivi évaluation, l'entretien de ce qui est réalisé est assez fondamental pour pouvoir mieux s'adapter au changement climatique et par endroit atténuer les effets des changements climatiques. Et donc, je crois pourquoi les autorités ont eu à signer cette déclaration-là pour montrer la nécessité de s'allier, mais d'aller ensemble pour pouvoir mieux s'adapter et pouvoir atténuer les effets des changements climatiques. Parce que l'environnement n'a pas de frontières. Les effets qui sont vécus au Burkina ou bien au Mali sont les mêmes qui sont vécus au si ce n'est pas à séance tenante ou bien au jour J, mais c'est à 24 heures ou bien un mois ou un an après. Et donc là, on a une nécessité de travailler en synergie, de faire une mise en relation pour pouvoir mieux s'adapter au changement climatique. Donc voilà un peu ce qui a été dit. S'il y a des questions ou bien des contributions par rapport à ce que nos 8 orateurs ont dit, on parlait ici par rapport à ce qu'ils sont en train de faire ou bien ce qu'ils comptent faire en rapport avec les différents partenaires, l'OCE, l'AFD, UNITAR et également les autres partenaires, notamment Corps Africa, qui vont mettre en place des volontaires pour l'environnement. Donc ça, c'est important. Ce volontariat est assez fondamental. C'est ce qui permettra de vulgariser les bonnes pratiques, mais de montrer aux jeunes également que par rapport au principe de précaution, au principe de développement durable, il y a la responsabilité, mais il y a la solidarité également. Et donc ça, c'est très important de pouvoir mettre en exergue ces aspects-là. Voilà, chers participants. Oui, vous vous présentez avant de dire votre mot. Oui, modérateur, si vous permettez, je voulais signaler la présence d'une personne, peut-être dans les questions, ça pourrait être utile. Oui. Nicolas Sopin, elle est manager du projet MICCE Project, Monitoring, Evaluating Climate Communication Education Project. Okay. Et ils font beaucoup de choses dans la planification, dans le suivi et évaluation, et c'est eux qui accompagnent les points focaux ACE dans le cadre du suivi et évaluation, et ils ont élaboré un système international de suivi et évaluation, et dans le cadre de la recherche aussi, ils font beaucoup de choses. Merci. Thank you for coming. Merci. Okay. Bonsoir, je me nomme Alpha Dialon, je viens de la République de Guinée, et j'ai été beaucoup plus intéressé par les propos de Senghai ou Nyang, ok, et donc je pense qu'il y a un lien entre vos deux secteurs. Ok, et je voulais mettre un accent particulier sur les aires protégées. Les aires protégées, parce que je suis avec le doyen Magatte Diaw. Nous travaillons ensemble sur les aires protégées de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Et sur ce point, nous, on a essayé de faire quelque chose en Guinée qu'on appelle le club écologique. C'est une manière de pousser les élèves depuis les écoles à participer à la conservation de la nature. Il est vrai que nous faisons la promotion du reboisement avec ce 30 sur 30, mais notre ONG a vu des limites. Les limites, c'est par rapport à l'infestation même de l'écologie. Il est très risqué d'amener une plante dans un milieu où la plante n'était pas auparavant. Et l'écologie pourrait ne pas réagir selon les degrés d'attente, où on peut créer un nouveau écosystème qui n'existait pas là, un nouvel écosystème qui n'était pas là, qui va provoquer la migration de certaines espèces et créer un désordre écologique dans le secteur. Donc, dans les activités que vous êtes en train de faire, je pense promouvoir beaucoup plus la régénération naturelle des forêts, la régénération naturelle des surfaces écologiques serait mieux à encourager que de pousser les gens à croire qu'ils peuvent, par leur action de planter, redonner à la nature ce qu'elle avait auparavant. Ça ne pourrait pas marcher.
De l'autre côté, avec Save the Children, j'ai vu quelque chose qui est très intéressant sur les inondations. Nous travaillons avec une organisation qui propose des solutions, non seulement qui peuvent lutter contre les inondations, mais en même temps accompagner pour la lutte contre la sécheresse d'une autre manière, en poussant les gens à reproduire. On a ici des slam dams qui sont installés. La quantité d'eau qui déborde pendant la saison pluvieuse est stockée dans des caoutchoucs qui servent non seulement de barrières, mais aussi qui servent d'entonnoir d'eau jusqu'à 8000 mètres cubes, un seul dispositif. Si vous avez 30 dispositifs comme ça, vous pouvez réutiliser cette eau en saison sèche pour faire l'agriculture. Ça a été installé au Burundi, je suis venu de là-bas, ça marche. Nous avons fait des discussions avec le Tchad qui est intéressé. Il serait aussi bien de vous en parler, vu que les écoles sont souvent inondées, surtout vers le nord, là où il y a la limite du fleuve Sénégal. C'est ça. Donc, je suis désolé, je suis ici, d'une part, à moitié sénégalais, quoi. Ma maman est sénégalaise, elle est de Ndendori, en fait. Merci. Ndendori, ok. Merci Diallo, merci. Oui, oui, Maguette. Voilà, merci. Vraiment, ces présentations nous ont beaucoup séduit et nous ont beaucoup aidé à mieux comprendre les enjeux d'une synergie d'action. Donc, je pense que nous aussi, en tant que communauté locale, les impacts des changements climatiques impactent le plus souvent les couches vulnérables. Et si on parle des couches vulnérables, d'accord, les enfants sont là, mais les communautés qui vivent à l'intérieur des pays sont vraiment font partie des couches vulnérables. Donc, nous, au niveau des APAC, nous sommes organisés à avoir les APAC, c'est des aires du patrimoine communautaire conservées par les communautés elles-mêmes avec les règles traditionnelles et des systèmes de conservation autochtones. Donc, au niveau des APAC, il y a ce qu'on appelle les gardiens d'APAC. Donc, je pense que ces gardiens d'APAC-là auront besoin d'être formés sur le changement climatique et autres. Donc, je pense, quand je dis ça, je pense à la GES et les gardiens d'APAC aussi. Je pense qu'ils ont un rôle capital, un rôle qu'on peut souligner à ce que vous appelez les volontaires de l'environnement. Je pense que donc les gardiens d'APAC peuvent être considérés comme des volontaires de l'environnement qui pourront travailler avec le corps. Donc, nous aussi, notre zone d'intervention aussi, ça se trouve aussi au niveau du lac de Guerre. Vous voyez, le lac de Guerre qui est le fleuve Sénégal, et il y a tellement d'écoles qui sont à proximité du lac et qui ont besoin vraiment du projet Proves, de votre projet Proves, pour reverdir les espaces d'école. Donc, quand à Moussène Doncré, depuis 10 ans, on travaille, il est notre conseiller technique. Donc, je pense qu'il faut nous introduire, il faut compléter notre plaidoyer pour la formation de nos gardiens d'APAC, surtout, à mieux comprendre l'environnement et autres. Parce que c'est des systèmes traditionnels qu'ils utilisent, qui sont très efficaces, mais lier la tradition et les modernités, je pense que c'est meilleur. Je vous remercie. Merci Maguette, merci. Oui, madame. Bonsoir à tous. Moi, c'est Madame Tine Thérèse Diouf. Je suis étudiante en Master 2 à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAD, mais je suis aussi professeure d'SVT au cours Sainte-Marie de Anne. Alors, depuis 2019, le ministère de l'Éducation de la France a mis en place la labellisation E3D pour encourager les établissements à s'engager dans une démarche globale de développement durable, faisant ainsi des écoles un lieu d'apprentissage global. Maintenant, moi, ma question est pourquoi le ministère de l'Éducation du Sénégal ne peut pas prendre ce modèle et adopter ce modèle afin qu'on puisse avoir une approche transversale dans les écoles, mais aussi avoir une harmonisation au niveau national. Parce qu'en tant qu'enseignante, dans mon école, il y a un programme français et un programme sénégalais. Et dans les actions, le programme français fait beaucoup plus d'actions. On sent plus l'harmonie dans tout ce qu'ils font. Alors que dans le programme sénégalais, c'est plus, on laisse les changements climatiques, tout ce qui est développement durable, aux professeurs d'SVT. Les professeurs de français ne sont pas intéressés, parfois les professeurs d'anglais non plus. Même quand on parle durant les pauses, on te dit « Ah non, ça c'est pour vous ». Maintenant, je demande vraiment au ministère de l'Éducation
que les enseignants soient formés à partir de l'école normale, mais surtout de revoir le programme sénégalais, le curricula. Parce que sans ça, on ne peut pas avancer. C'est bien beau ce que fait M. Nyon, c'est bien beau ce que fait Save Children, c'est bien beau ce que fait Co-Africa, c'est ça. Mais si les décisions ne viennent pas d'en haut, si le ministère de l'Éducation n'impose pas cela, je pense qu'il n'y aura pas d'harmonie. Certaines écoles vont, par exemple, les écoles qui seront choisies, les 50, si mon école de mon village Fajut n'en fait pas partie, ils ne vont pas bénéficier de cette formation-là. Donc, je vous demande, monsieur, de vraiment, dans les ministères, dans les réunions, au ministère de l'Éducation, qu'on puisse prendre une décision qui va inciter, voilà, qui va inciter les directeurs d'école et les enseignants à se former. Parce que si les enseignants sont formés, les enfants seront formés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Madame Tin. Merci. Oui, mon capitaine. Mon colonel, avec votre permission, donc, je me présente, c'est capitaine Aïssatou Diagne. Je suis chef de la section spéciale de la gendarmerie chargée de la protection de l'environnement au Sénégal. Je me suis permis d'attendre jusqu'à la fin parce que je trouve très important et très intéressante votre thématique. Juste pour rebondir, c'est que M. Ndong avait dit, pour combattre quelque chose, il faut d'abord le connaître. Et donc, sauf que lors des financements ou bien des projets, on oublie les forces de défense et de sécurité. Et c'est très normal parce que je parle en témoin avec UNITAR. On fait beaucoup de formations, mais pas sur des thématiques d'ordre environnemental. Parce que tout simplement, la plupart des bailleurs, ils disent qu'ils ne financent pas les militaires parce qu'il ne faut pas participer à l'effort de guerre. Le colonel, il sait ce que je suis en train de dire. Mais c'est différent quand même par rapport à l'environnement. Il faut vraiment qu'on prenne cet aspect-là. Sinon, on va nous laisser un rat derrière et ce sera très compliqué qu'on soit efficace dans nos interventions. De toute façon, soyons conscients que le réchauffement climatique va nous conduire tôt ou tard à déployer nos missions dans d'autres théâtres que les zones de guerre. Merci beaucoup. Merci, mon capitaine. Je pense qu'avec les interventions dans les missions ONU Jeunes et tout ça, c'est important maintenant de pouvoir prendre en compte l'éducation sur le changement climatique parce que puis on voit que tous les conflits naissent de l'exploitation des ressources naturelles. Donc c'est important que nos militaires puissent comprendre les liens et un peu savoir qu'il n'y a pas que l'arme qu'il faut utiliser pour sensibiliser, pour faire la paix. Et donc là, c'est assez important qu'on puisse intégrer les forces de défense et de sécurité. Nous avons la chance d'être forces de défense et de sécurité, être acteurs dans l'environnement, on comprend mieux, mais nous pouvons servir également de relais par rapport à la transmission des informations et des connaissances. Merci. Oui, Babacar. Voilà, merci beaucoup, mon colonel, le modérateur, et remercier les présentateurs vraiment de la diversité en matière d'éducation environnementale et également d'implication dans les écoles. Je me présente, je suis Babacar Sen, je suis journaliste environnementaliste et de la revue Baba Climat et du journal AgroPasteur. Donc, c'était pour rejoindre UNITAR qui fait de la formation au niveau des communicants, des journalistes. Je crois que nous sommes dans l'ère du changement de paradigme aujourd'hui parce que les communications que l'on a l'habitude de faire auparavant, c'est placer l'agriculture ou bien l'environnement sur l'événementiel. Et aujourd'hui, il y a des journalistes ou bien des communicants qui sont spécialisés sur ces questions-là. Je crois que voir cette tendance, il faut qu'on les implique dans l'éducation environnementale. Je crois que le Sénégal a bien compris. Récemment, ils ont commencé à former des journalistes et mettre en synergie les réseaux qui existent environnementaux. Donc, je crois qu'il faut amplifier cela, renforcer les capacités des journalistes de manière à s'intéresser tout d'abord à l'environnement, mais également produire des articles ou bien faire des productions très, très correctes en matière lexique environnementale. Je crois que c'est ce qui manque chez les journalistes généralistes. Aujourd'hui, avec l'événement des journalistes spécialisés, il faut renforcer leur capacité afin d'accompagner les réseaux, d'accompagner les ONG, d'accompagner l'institutionnel également, afin de mieux contribuer à la sensibilisation, à l'éducation environnementale. Je crois que les médias et les journalistes ont un rôle essentiel dans cette dynamique.
le temps qu'il arrive. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre session. Donc, c'est des mots de remerciement. Oui, on a une dernière intervenante, donc une journaliste de la Guinée. Il est le mieux indiqué. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Idiatou Souaré, je suis de la République de Guinée. Merci déjà pour ces partages d'expériences très, très enrichissantes. Je suis avec Pape, qui est déjà passé ici, je pense. C'est un Sénégalais comme vous. Et on travaille ensemble dans un projet appelé Terra Africa. Et ce projet vise notamment à renforcer les capacités des journalistes, notamment sur les questions liées au changement climatique et à la transition énergétique. J'aurais voulu qu'il soit là pour qu'il partage avec vous et ses expériences, mais aussi la difficulté qu'il rencontre, notamment sur l'accès à l'information. Merci. Merci. Oui, merci, madame. Hein? OK, donc je pense qu'on a fait le tour. Ablaï, s'il y a des questions ou bien des interpellations, sinon, bon. Juste la question de madame, parce que le reste, c'est des contributions sur le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Je précise que nous, on est du ministère de l'Environnement, mais nous travaillons en parfaite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, il y a le projet de réforme des curricula au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour mieux prendre en compte ces questions. Et le travail qui a été fait, présenté tout à l'heure par Iman sur le diagnostic, sur les stratégies, le travail réalisé avec UNITAR, tout ça, c'est des inputs. Voilà, donc dans le travail de réforme des curricula pour l'enseignement général. Donc, c'est du préscolaire au niveau secondaire. Pour la formation professionnelle et technique aussi, hier même, la doyenne de l'ISEF, l'ISEF, c'est l'Inspection générale d'éducation de la formation, m'appelait parce qu'eux aussi, ils ont déclenché le processus de réforme, voilà, pour mieux prendre en compte ces questions. Donc, pour dire que globalement, il y a un processus qui est en cours. On n'est pas encore au bout du tunnel, mais quand même, il y a de l'espoir. Et si on arrive à fédérer et à capitaliser sur toutes ces expériences, nous pouvons avoir des inputs de qualité et avoir des programmes beaucoup plus consistants. Permettez-moi de donner une information à notre ami du journaliste. Le CESTI, UNITAR a aidé le CESTI à introduire un cours sur l'économie verte et le changement climatique, évidemment, dans son curriculum. Oui. Merci beaucoup. C'est bon, je pense que les autres n'ont pas été interpellés, c'est juste des contributions. Oui. Voilà. Et cette dernière phrase, c'est peut-être pour Abdoulaye. Ce que j'ai vu ici me fait penser, une fois au pays, il serait pertinent qu'on organise le congrès sur l'éducation à l'environnement. Il y a tellement d'acteurs qui interviennent, qui ne se connaissent pas et qui, des fois, se marchent sur les pieds. Quand j'ai eu la chance de venir faire un atelier de sensibilisation dans votre école, c'était en 2013. J'ai formé des journalistes avec l'Institut Panos sur les questions de changement climatique. Mais ça reste des initiatives disparates. Et ça aurait été bien que, sous la coordination du CFE, qu'on puisse avoir ce programme de sensibilisation, de formation. Mais il faudrait qu'on se mette ensemble, je pense, avec tous les partenaires. Oui, je pense que c'est important de pouvoir mettre tous les acteurs au niveau du pays autour d'une table pour avoir la même compréhension, que chacun puisse dire ce qu'il fait. Parce qu'il y a des projets également qui font dans l'éducation environnementale, l'éducation sur le changement climatique. Je pense que c'est important, une fois que la stratégie sera élaborée, de pouvoir la diffuser, la partager, diffuser et vulgariser, et que les gens puissent s'incruster dans cela pour pouvoir la mettre en œuvre, le plan d'action. Autre chose également, pouvoir faire le link, comme l'a dit Mme Tin, entre ce qui est fait, entre ce que le ministère de l'Environnement fait et le ministère de l'Éducation dans les curricula. Parce que quand on parle d'éducation environnementale, d'éducation sur les changements climatiques, on pense que c'est uniquement les professeurs de SVT qui doivent le faire. Alors que tout est lié à l'environnement par rapport à la géographie, et par rapport à la philosophie, par rapport au français, par rapport aux autres matières. Il y a toujours
des liens, il faudra qu'on puisse voir comment pouvoir faire ce lien et que les curricula puissent prendre en compte ces aspects. C'est important parce qu'il y a des projets qui ont eu à faire des réalisations sur le terrain. Moi, j'ai été expert éducation environnementale où on intervenait dans 32 écoles au niveau des régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda avec le projet 1. Et donc, il y a des documents qui ont été produits. Maintenant, il faudra avoir tout ça là, la stratégie, que les gens puissent prendre en compte tous ces acquis-là et pouvoir au moins mieux toucher l'éthique avec les nouveaux concepts, mais également avec la nouvelle situation, le nouveau contexte. Mais c'est très intéressant et c'est très important. Heureusement que la déclaration a été signée par les ministres. Ça engage un peu les pays et ça permettra de pouvoir mettre en œuvre les dispositions. En tout cas, je vous remercie. Et ça a été très intéressant et très utile parce qu'il il faut que les enfants puissent prendre en charge ces nouvelles considérations, ce nouveau contexte pour pouvoir mieux s'adapter demain parce que ce sera à leur charge demain. Merci et bonne soirée. Oui, Iman, ah, elle veut dire quelque chose. Ah, d'accord. D'accord, merci Iman. Oui. Hein? Je ne sais pas, de carte. Wow, d'accord, c'est ça.